Oubliez la légende du grand roi guerrier couvert d'or. Le pharaon Toutankhamon n'a jamais commandé d'armée, n'a jamais mené de chars au combat et n'a jamais régné sur l'Égypte avec la prestance que les livres d'histoire lui attribuent. Les dossiers médicaux, les analyses génétiques et les spectrométries de masse révèlent une réalité clinique implacable. L'occupant de la tombe KV62 était un adolescent de 19 ans, lourdement handicapé, mesurant 1,67 m, atteint de nécrose osseuse sévère et contraint de se déplacer avec une canne à cause d'un pied-bot. Son génome contient les preuves irréfutables d'une consanguinité directe de première génération. Sa mort n'est pas le résultat d'un assassinat politique orchestré dans les ombres du palais, mais l'issue fatale d'une double infection. La gangrène consécutive à une fracture du fémur gauche, couplée à la souche la plus virulente du paludisme. Plus troublant encore, l'analyse de son sarcophage démontre que sa sépulture a été bâclée en urgence, dans une cavité souterraine de seulement 109 mètres carrés, une taille anormalement exiguë, originellement destinée à un dignitaire de second rang. Et la fameuse malédiction qui aurait décimé l'équipe ? Il s'agit d'une manipulation financière et médiatique orchestrée à Londres en 1923, chiffrée à 5000 livres sterling. Voici les données brutes, les rapports d'autopsie et les preuves balistiques de l'affaire Toutankhamon. Le 26 novembre 1922, à 16 heures précises, dans la chaleur étouffante de la vallée des Rois, l'archéologue britannique Howard Carter insère un ciseau en fer dans le coin supérieur gauche d'une porte scellée depuis 3267 ans. Derrière lui, George Herbert, 5e comte de Carnarvon, attend dans le couloir creusé dans la roche calcaire, accompagné de sa fille Lady Evelyn et de l'ingénieur Arthur Callender. La scène n'a rien de majestueux, c'est une effraction technique. Carter allume une bougie de cire pour tester la présence de gaz toxiques, puis élargit la brèche. L'air chaud qui s'échappe de l'intérieur porte l'odeur caractéristique du bois de cèdre décomposé, de la myrrhe oxydée et de la poussière séculaire. L'antichambre qui se révèle à la lumière de la lampe torche électrique, apportée par Callender via un câble tiré depuis le campement, mesure exactement 8 mètres sur 3,6 mètres. Ce périmètre est en contradiction totale avec les standards architecturaux de la XVIIIe dynastie. Les 5398 objets répertoriés ne sont pas disposés selon un rituel ordonné, mais entassés de manière chaotique, comme si des manutentionnaires pressés avaient vidé un entrepôt de stockage. Les lits funéraires sont empilés les uns sur les autres, des chars démontés reposent en équilibre précaire et des coffres en alabâtre sont calés à la hâte. Les murs eux-mêmes témoignent de cette précipitation anormale. L'analyse microbiologique moderne des fresques murales de la chambre funéraire a détecté la présence massive d'Aspergillus niger, une souche de champignons bruns. Cette présence fongique prouve, sans l'ombre d'un doute, que la tombe a été scellée hermétiquement alors que le plâtre des murs était encore humide. Les prêtres n'ont pas attendu le temps de séchage réglementaire. Le processus d'embaumement, qui nécessite traditionnellement 70 jours, a été étiré à 93 jours, selon les registres. Non pas par zèle religieux, mais pour laisser aux ouvriers le temps de creuser à la hâte cette cavité non planifiée, pendant que le contexte politique à Thèbes devenait explosif avec la restauration du culte du dieu Amon. L'investigation sur le corps de Toutankhamon débute le 11 novembre 1925 à 10h35 du matin. La scène se déroule directement dans l'étroite chambre funéraire, sous des projecteurs improvisés dégageant une chaleur accablante de plus de 40 degrés. Le docteur Douglas E. Derry, professeur d'anatomie à l'Université du Caire, et le docteur Saleh Belkemdi prennent en charge la momie. Leur méthode relève davantage de l'extraction minière que de la médecine légale de l'époque, alors même qu'en Europe, les laboratoires de police scientifique de pionniers comme Edmond Locard imposent déjà des protocoles stricts de préservation. Le corps du pharaon est littéralement soudé au fond de son troisième cercueil en or massif de 110,4 kg par des litres de résine rituelle noire, un mélange d'huile de lin, de résine de conifères et de cire d'abeille qui a durci au fil des millénaires. Incapables d'extraire la momie, Derry et l'équipe de Carter utilisent des couteaux de dissection chauffés à blanc sur des réchauds à pétrole, des ciseaux à bois et des marteaux pour cisailler le corps. Ils décapitent le cadavre pour retirer le masque funéraire de 10,23 kg, scient le bassin en deux et désarticulent les membres supérieurs et inférieurs. Dans son rapport officiel, Derry consigne la découverte d'un fragment d'os pariétal flottant dans la cavité crânienne, une observation qui alimentera pendant 70 ans la théorie d'un assassinat par traumatisme contondant à l'arrière du crâne. Cette théorie s'effondre en 2005.
L'équipe du Conseil suprême des antiquités égyptiennes passe les restes du pharaon au scanner tomodensitométrique, CT scan, mobile de marque Siemens, générant 1700 coupes radiologiques en 3 dimensions. L'imagerie démontre que le fragment crânien a été détaché post-mortem, très probablement lors des manipulations brutales de Derry. Cependant, les rayons X révèlent la véritable cause potentielle du décès, une fracture sphéroïde complexe du fémur gauche juste au-dessus du genou. Les rebords de la fracture sont nets et non cicatrisés, prouvant que le traumatisme est survenu quelques heures seulement avant la mort, provoquant une hémorragie massive ou une septicémie fulgurante. De septembre 2007 à octobre 2009, le Egyptian Mummy Project entreprend la plus vaste enquête génétique jamais réalisée sur la 18e dynastie. Des échantillons de tissus osseux sont forés au plus profond des fémurs et des os pelviens de 11 momies royales, afin d'éviter toute contamination par l'ADN des archéologues. Le séquençage des microsatellites chromosomiques est effectué dans 2 laboratoires distincts et isolés du Caire, pour garantir une double vérification en aveugle. Les résultats, publiés dans le Journal of the American Medical Association, JAMA, en février 2010, cartographient un désastre génétique. Les marqueurs alléliques prouvent à 99,99% que l'individu KV55, formellement identifié comme le pharaon Akhenaton, est le père biologique de Toutankhamon. La mère est identifiée sous le matricule KV35YL, la Younger Lady. Le croisement des profils génétiques révèle une consanguinité totale. Akhenaton et KV35YL partageaient les mêmes parents. Le pharaon est le produit d'un inceste direct entre frères et sœurs de sang pur. Les conséquences cliniques de cette endogamie sont inscrites dans le squelette du roi. Le scanner révèle qu'il souffrait de la maladie de Köhler type 2, une ostéochondrose rare et atrocement douloureuse qui détruit l'os naviculaire du pied gauche par manque d'irrigation sanguine, entraînant une nécrose osseuse irréversible. L'examen des 5398 artefacts corrobore ce diagnostic médical avec une précision glaciale. 130 cannes et bâtons de marche ont été inventoriés dans la tombe. Une expertise tracéologique de ces objets montre de profondes traces d'usure asymétriques sur l'extrémité inférieure de la majorité des cannes, prouvant qu'elles n'étaient pas des sceptres d'apparat, mais des dispositifs médicaux utilisés quotidiennement pour supporter le poids d'un corps affaibli. De plus, l'amplification en chaîne par polymérase, PCR, a permis de détecter dans les tissus osseux du pharaon l'ADN de Plasmodium falciparum, le parasite responsable de la forme la plus mortelle du paludisme. Le souverain d'Égypte était un jeune homme boiteux, immunodéprimé, dont le corps luttait simultanément contre une infection osseuse dégénérative et des fièvres paludiques intenses. L'inventaire de Howard Carter comporte une anomalie métallurgique, classée sous le numéro 256K. Il s'agit d'un poignard de 34,2 cm de long, équipé d'un pommeau en cristal de roche, retrouvé sanglé sur la cuisse droite de la momie, à l'intérieur des bandelettes de lin. Le paradoxe est purement chronologique. La lame est en fer. En 1323 avant notre ère, l'Égypte se trouve en plein âge du bronze. La technologie de la réduction du minerai de fer nécessite des fourneaux capables d'atteindre 1538 degrés Celsius, une ingénierie thermique que les forgerons égyptiens de la 18e dynastie ne maîtrisaient absolument pas. Pire encore, la lame n'est pas rouillée après 33 siècles d'enfouissement. En 2016, une équipe conjointe de l'École polytechnique de Milan, de l'Université de Pise et du Musée égyptien du Caire soumet l'objet 256K à une spectrométrie de fluorescence des rayons X, XRF. Le bombardement photonique n'altère pas la matière, mais permet d'en lire la composition atomique avec une précision chirurgicale. Les résultats affichent une concentration de fer alliée à exactement 10,8% de nickel et 0,58% de cobalt. Ce ratio précis est absent de tous les minerais de fer terrestres, mais correspond au dixième de pourcentage près à la signature chimique de la météorite de Karga, un aérolithe sidérique d'1 kg découvert en l'an 2000 sur le plateau calcaire de Marsa Matruh, à 250 km à l'ouest d'Alexandrie. Le poignard de Toutankhamon a été forgé à partir d'un débris spatial tombé du ciel. L'étude des archives diplomatiques de l'époque, notamment les lettres d'Amarna, des tablettes d'argile cunéiforme découvertes en 1887, apporte le contexte géopolitique. La tablette EA22 mentionne que le roi Tushratta du puissant empire du Mitanni, situé dans l'actuelle Syrie du Nord, a envoyé à Amenhotep III, le grand-père de Toutankhamon, des poignards aux lames constituées de fer du ciel comme cadeau diplomatique.
Cet objet prouve l'existence de chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes et de transfert de technologies exogènes entre les superpuissances du Proche-Orient antique. En juillet 2015, le débat autour de la taille exiguë de la tombe KV62 prend une dimension industrielle. L'égyptologue britannique Nicholas Reeves publie une étude basée sur les relevés photogrammétriques et les scans laser 3D haute résolution réalisés par la société espagnole Factom Arte. En appliquant des filtres de contraste sur les données topographiques des murs nord et ouest de la chambre funéraire, Reeves identifie des micro-fissures parfaitement rectilignes sous le plâtre peint. Sa conclusion théorique est explosive, les murs ne sont que des cloisons de séparation, et la KV62 n'est que le couloir d'accès à une tombe beaucoup plus vaste, potentiellement celle de la reine Néfertiti cachée derrière. En novembre 2015, le spécialiste japonais Hirokatsu Watanabe est dépêché sur place. Il déploie un équipement de radar à pénétration de sol, GPR, sur les surfaces contestées. Ces relevés initiaux affirment, avec une certitude prétendue de 90%, l'existence d'espaces vides et de matériaux organiques et métalliques derrière les cloisons. L'emballement des institutions est immédiat. Toutefois, pour valider ces résultats selon la méthode scientifique, le ministère égyptien des Antiquités mandate en février 2018 une mission de vérification indépendante dirigée par le physicien Francesco Porcelli de l'Université polytechnique de Turin. L'équipe italienne déploie un arsenal technologique radicalement supérieur. 3 systèmes radars distincts opérant sur des bandes de fréquences croisées allant de 200 MHz à 3 GHz. Pendant 3 jours complets, les techniciens quadrillent chaque millimètre carré de la roche calcaire, générant des dizaines de gigaoctets de données de réflexion d'ondes électromagnétiques. Le rapport final, publié en mai 2018, détruit l'hypothèse de Reeves de manière catégorique. Les signaux radars confirment qu'il n'y a ni chambre cachée, ni corridor secret, ni paroi artificielle derrière les fresques. Les anomalies linéaires détectées en 2015 s'avèrent être de simples diaclasses naturelles, des failles géologiques de stratification dans la roche sédimentaire de la vallée des Rois. La KV62 est bien une tombe singulière, petite, inachevée et fermée sur elle-même. La malédiction du pharaon n'appartient pas à la théologie égyptienne. C'est un produit de l'ingénierie financière britannique du début du XXe siècle. Le 9 janvier 1923, Lord Carnarvon, confronté aux coûts exorbitants des fouilles, signe un contrat d'exclusivité mondiale avec le quotidien londonien The Times. En échange d'un acompte de 5 000 livres sterling et de 75% des bénéfices sur la revente internationale des dépêches, The Times obtient le monopole absolu sur l'accès à la tombe, aux photographies et aux rapports de Carter. Tous les autres organes de presse internationaux, parqués derrière des barricades à l'extérieur de la tombe, sont privés d'informations. En représailles commerciales, les journaux concurrents, menés par le Daily Mail de Londres, décident de fabriquer l'actualité de toutes pièces pour vendre du papier. Lorsque Lord Carnarvon meurt le 5 avril 1923 à 1h50 du matin, dans sa suite de l'hôtel Continental Savoie au Caire, le Daily Mail engage la romancière à succès Marie Corelli pour rédiger une série d'articles inventant l'existence de textes maléfiques gravés dans la tombe. La réalité médicale de la mort de Carnarvon est consignée dans les rapports hospitaliers. Le comte a accidentellement entaillé une piqûre de moustique avec sa lame de rasoir, inoculant un streptocoque qui a provoqué une érysipèle, une infection cutanée sévère, dégénérant rapidement en pneumonie lobaire fatale dans son organisme déjà fragilisé par un grave accident d'automobile survenu en 1901 en Allemagne. Pour anéantir définitivement le mythe, une étude épidémiologique stricte a été publiée dans le British Medical Journal en 2002 par le chercheur Mark Nelson. L'étude croise les dates de naissance et de décès des 44 occidentaux directement impliqués dans l'ouverture de la tombe, le déballage de la momie ou l'extraction des sarcophages. Les statistiques sont formelles. Seuls 8 individus sur les 44 sont décédés dans les 12 années suivant l'ouverture. L'espérance de vie moyenne du groupe après l'effraction de la tombe s'est élevée à 20,8 ans. Howard Carter lui-même, l'homme qui a physiquement forcé la porte et manipulé chaque objet, est mort le 2 mars 1939 d'un lymphome de Hodgkin à l'âge de 64 ans, soit 17 ans après sa découverte. La malédiction n'était qu'une campagne de désinformation conçue pour contourner un embargo médiatique. Le dossier Toutankhamon, purgé de ces mythes, se résume à une série de faits biologiques et géopolitiques documentés. La tombe KV62 nous livre le profil clinique d'un adolescent de 19 ans, génétiquement compromis par l'inceste de la 18e dynastie,
terrassés par le paludisme et l'infection d'une fracture, et inhumés à la hâte dans une cavité rocheuse exiguë avec une lame forgée dans une roche spatiale. Le reste de l'histoire, incluant les prétendues chambres secrètes et la malédiction mortelle, relève des illusions d'optique générées par des radars mal calibrés et des guerres d'édition entre tabloïds britanniques. L'archéologie moderne s'écrit avec des séquenceurs d'ADN, des spectromètres de masse et des compteurs de statistiques médicales. Ce sont ces outils qui séparent la vérité historique des fictions lucratives. Abonnez-vous pour d'autres déclassifications de dossiers historiques fondés exclusivement sur les preuves.